Il m'a dit: «Georgie, la mauvaise nouvelle, c'est que tu pourras plus voir de ton œil gauche. Et je pense que peut-être tu pourras plus jouer au football encore». Il y a des proches qui me disaient: «Oui, mais si tu peux pas répondre au football, c'est mieux que tu te reconvertisses à quelque chose, tout et petit». Après les entraînements, j'allais à la maison, je pleurais. Je m'asseyais, je pleurais, mais en 7 minutes, toute la ville était sous le choc. En 7 minutes, j'ai dribblé, j'ai fait des choses extraordinaires. Mon rêve ultime, remporter le Ballon d'or africain. Ça, c'est mon rêve ultime, ça. Hey, fuera del área gol, baby, hey, donde me dan ahí voy. On se retrouve pour une nouvelle interview et cette fois on va du côté des USA avec Georgie Mingu. Georgie, ça dit quoi? Ça va bien et toi? Tranquillement. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui t'écoutent? Bah, moi, c'est Georgie Minungu. Je suis de nationalité ivoiro-burkinabé. Euh, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, je joue aux États-Unis en MLS, précisément à Seattle Sounders. Je suis de position ailier gauche, ailier droite. Je suis winger. Donc, je peux dire c'est un peu ça. On va commencer directement dans le vif du sujet. Alors qu'on est en 2023, à l'été, vous êtes en pré-saison en Espagne. Et apparemment, tu remarques qu'elle baisse. Elle baisse de plus en plus. Les entraînements, à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter en détail ce moment très malheureux? Ok, en fait, c'était en 2023. On était allé en pré-saison en Espagne, à Marbella, parce que en 2022, j'étais avec l'équipe réserve et je suis venu en prêt ici aux États-Unis. C'est comme ça que je suis arrivé. Et j'étais en prêt en 2022. Et 2022, j'ai fait la meilleure saison de l'équipe réserve. Voilà. Et c'est comme ça que le club a décidé de m'acheter. Donc, le club m'a acheté j'étais avec l'équipe de République tchèque de division. Donc, le club des États-Unis, ils m'ont acheté pour que je sois permanent avec l'équipe réserve et qu'on puisse continuer ma progression pour l'équipe première. Et c'est comme ça, en janvier 2023, j'ai eu une convocation pour l'équipe première en pré-saison. Et c'était dit, si tout se passait bien, j'allais signer directement avec l'équipe première. Donc pour moi, c'était un rêve, tu vois? Donc je suis parti, tout s'est bien passé là-bas, j'ai marqué des buts, j'ai fait des passes D, tout était bien, j'étais le meilleur joueur de l'équipe en équipe, pendant, ce moment-là, tu vois, de pré-saison et par fini, on est revenu aux États-Unis et après, 1 semaine d'entraînement aux États-Unis, j'ai commencé à sentir que mon œil, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis allé voir le docteur, j'ai dit: «Mais mon œil, il me démange, je sens qu'il devient de plus en plus rouge, je sais pas, il y a quoi?» Donc le docteur a dit: «Peut-être c'est une allergie ou quelque chose» et ils ont commencé à me scanner, ils m'ont envoyé chez le docteur et lorsqu'ils m'ont envoyé chez le docteur, il a dit: «Georgie, il faut que tu arrêtes de jouer pour 1 semaine, 2 semaines, on va voir, c'est rien de grave, tout, tout». Bah, moi j'ai dit: «OK, s'il y a rien de grave, OK». Bah, au bout de deux semaines, mon œil, il s'est totalement changé, il est devenu tout rouge. Il y avait plus d'orbite, c'était tout rouge. Après le rouge, il a changé, il est devenu tout blanc et c'était bizarre, tout était bizarre. Donc le docteur, il a dit: «Il n'a jamais vu ça en 38 années de médecine, il sait pas c'est quoi qui m'arrive» et ils ont fait des analyses. Après j'ai pas joué pendant plus de 2 mois. Ils ont fait des analyses et ils ont vu que, il y avait du sang devant mon œil et il y avait du sang derrière mon œil et ils appelaient ça ephema. En anglais, on dit ephema. Donc il y avait beaucoup de sang dans mon œil. C'est comme si quelque chose m'avait tapé. Et le docteur m'a demandé: «Est-ce que, pendant la pré-saison ou l'année passée ou il y a pas quelque chose qui t'a tapé dans l'œil, quelque chose?» J'ai dit: «Rien». Même au bout des 5 dernières années, rien du tout et c'est comme ça, le docteur, il a dit: «On doit enlever l'œil parce que l'œil est en train de le sang, on doit enlever le sang parce que le sang est en train de gâcher l'œil et ça devient d'autres choses» et c'est comme ça qu'après 3 mois sans m'entraîner, sans rien, c'était pénible, c'était difficile. On a fait l'opération et l'opération, c'était une opération de découverte du fait. C'était pour voir, pour enlever l'œil, pour enlever le sang et aussi pour voir ce qui se passe, au fait. Parce que les médecins ne comprenaient pas. Donc lorsqu'ils ont enlevé, le sang qui cachait l'orbite, tout et tout devant et derrière, c'est là ils ont remarqué qu'il y avait une anomalie. Il y avait les nerfs qui reliaient à mon œil, les nerfs, ils étaient morts. Il y avait plus de nerfs, il y avait plus rien. Et ils ont dit: «Mais c'est quoi ça?» C'est comme si
Peut-être que quelqu'un a pris un ballon, il t'a tapé peut-être dans l'œil, peut-être, je sais pas. Il a pris un exemple, il a dit 10 fois successif, like, quelque chose de très grave, en fait, tu vois, qui avait affecté ça. Et par la suite, bah, ils ont fini l'opération, je suis rentré à la maison, je suis revenu et c'est comme ça que j'ai eu de la réunion avec le médecin. Il m'a dit: «Georgie, bah, c'est fini, tu pourras plus voir de l'œil gauche» parce que nous, on a fait, l'opération, on a enlevé le sang, mais dans ton œil, les nerfs de ton œil, c'est mort. Il y a plus de nerfs, on ne sait pas ce qui arrive et le docteur demande à ce qu'on fait des analyses. Ils ont eu des préjugés, des opinions, puis non, peut-être c'était un cancer, peut-être. On a fait tous les scanners, je me rappelle, j'ai fait plus de 5 à 7 scanners. On n'a rien trouvé. On a fait MRI, tout, IRM, tout. On n'a rien trouvé, rien trouvé et le docteur, il a dit: «Mais c'est chelou, c'est louche» et par la suite le docteur, il devait prendre une décision et il m'a appelé avec, le médecin du club. Ils m'ont demandé: «Georgie, ça va?» J'ai dit: «Ouais, ça va», tout et tout et tout, tout. J'avais même des trucs sur mon œil encore et le docteur, il a enlevé. Il m'a dit: «Bon, Georgie, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle». J'ai dit: «Oui, c'est quoi la bonne, c'est quoi la mauvaise?» Il m'a dit: «Tu veux que je commence par quoi?» J'ai dit: «Bon, commence par la mauvaise». Il m'a dit: «Georgie, la mauvaise nouvelle, c'est que tu pourras plus voir de ton œil gauche. C'est ça la mauvaise nouvelle». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu sauver l'orbite. Donc, l'orbite peut rester, mais il y a plus de vision. C'est fini. Tu vas plus jamais voir de l'œil gauche. Et j'étais choqué parce qu'il y a moins de 3 mois, je voyais bien de mon œil gauche. Il y a quelques mois, je voyais bien et tout d'un coup, tu vois, je comprenais rien. J'ai dit: «Mais ça, c'est quoi ça?» Et il m'a dit: «Ouais, nous-mêmes actuellement, on cherche à savoir qu'est-ce qui va pas». Et c'est comme ça, il m'a dit encore: «J'ai une mauvaise nouvelle encore à t'annoncer». Il m'a dit J'ai dit: «Quoi?» Il m'a dit: «Je pense que peut-être tu pourras plus jouer au football encore». J'ai dit: «Mais pourquoi?» Il m'a dit: «Je pense que tu pourras plus, il y a aucun athlète qui joue avec un seul œil, donc je pense que tu pourras plus jouer au football» et le médecin du club, il était là, il était aussi abattu, moi j'étais abattu et je lui ai demandé de me donner 2 minutes de réflexion et c'est là que je suis parti à côté. Quand je suis parti à côté, j'ai réfléchi. Il y a quelque chose dans mon esprit qui a dit: «Non, non, non, Georges, tu peux pas accepter ça. Tu peux pas, tu quitté très loin, tu as traversé beaucoup de choses et tu peux pas accepter». Je suis rentré dans le bureau, j'ai dit: «OK». Bah, j'ai dit au docteur, j'ai dit: «Bah, c'est vrai, vous avez dit je peux pas jouer avec un seul œil, mais moi je veux essayer et je veux pas que quelqu'un prenne la décision à ma place, je veux que ce soit moi et je veux même que s'il y a possibilité qu'on me donne au moins une semaine que je parte m'entraîner avec le club, que je voie et si ça va pas, je vais arrêter». Le docteur a dit: «Non». J'ai dit: «Non, non, non, vous n'avez pas décidé à ma place, c'est moi qui choisis» et c'est comme ça, le docteur a dit: «OK, si tu veux» et c'est comme ça qu'on m'a donné des goggles comme Edgar Davis et j'ai porté des lunettes et je suis parti et en une semaine, heu, j'étais le meilleur à l'entraînement et tout le monde ils étaient choqués. Ils ont dit: «Mais Georgie avec un seul œil». J'ai dit: «Moi, je suis là pour me battre. Même sans yeux, moi, je suis là pour me battre» et tout le monde a commencé à rigoler et c'est comme ça, je me suis battu. C'était très difficile, mais bah, aujourd'hui, je suis arrivé à ça. Ton œil, est-ce qu'il est devenu flou, petit à petit ou c'est directement parti? C'est directement, tout d'un coup. C'était pas petit à petit ou quoi que ce soit, c'est tout d'un coup. En moins de 3 mois, tout a basculé, Alors que tout tu est voyais bougé. vraiment très bien, vraiment tu voyais vraiment très bien, il y avait jamais eu une Très bien. anomalie, quand tu étais Jamais, jeune ou pas? jamais, jamais. Jamais d'anomalie. Mmh. Et comment J'ai ta des famille, j'ai des photos même encore, de 2023, de janvier. Tu vois, mes yeux, ils étaient bien ouverts. Quand j'étais petit, j'avais des photos, mes yeux, tout était bien. Aujourd'hui, tu vois, mon œil, il est fermé et tout. C'est bizarre. comment ta famille a perçu ce choix de Ah, reprendre c'était le dur. football et cetera? C'était dur, c'était dur. Il y a des proches qui me disaient: «Ouais, mais si tu peux pas reprendre le football, c'est mieux que tu te reconvertisses à quelque chose, tout et tout, tout». Ma mère, elle me supportait, tu vois? Elle me disait: «Ce que tu choisis, je choisis, mais mon fils, n'abandonne pas tes rêves». Voilà. Moi, elle m'encourageait. La décision que je voulais prendre, elle m'encourageait. Mon père aussi me disait la même chose, donc c'était dur aussi. Ma mère, elle pleurait, elle me disait: «Ouais, mon fils, il est né avec ses 2 yeux, il n'a jamais eu de problème» et tout à coup, tu vois? C'était même moi, c'était compliqué, c'était dur. Mentalement, c'était dur. C'était dur et ouais. Et tu penses à quel moment tu as eu le déclic, footballistique, lorsque tu perds ton œil gauche? C'est quel moment dans le foot où tu te dis: «Là, ça y est, c'est lancé. Je me suis remis de tout ça et ça y est, tout est lancé»?
Bah, déjà, quand j'ai eu le problème, ça a pris du temps pour que je revienne parce que, c'est vrai, je me suis entraîné bien la semaine qui a suivi, tout et tout et tout et tout et l'équipe m'a donné ma chance. Le coach, ils ont dit: «Bah, si c'est ce que tu veux, nous, on va t'aider, on va t'accompagner». Mais après, les 2 premiers mois d'entraînement, c'était les mois les plus difficiles. Je voyais plus trop le terrain, c'était compliqué, l'adaptation, le positionnement, je voyais parfois, j'allais jouer les matchs et je faisais des passes bizarres, le ballon venait, je voyais pas, c'était compliqué, je comprenais rien, après les entraînements, j'allais à la maison, quasiment je pleurais. Je m'asseyais, je pleurais, mais c'est comme toi, tu t'es habitué avec tes 2 yeux, tout et tout et tout et puis tout d'un instant, on te dit: «Bah, c'est fini». C'est difficile, je voyais pas, je comprenais pas. Parfois, j'ai le ballon, les gens ils viennent m'arracher le ballon dans le dos, en fait, c'était bizarre. Et je me suis assis. Après 2 mois, je me suis assis, j'ai fait un petit bilan et j'ai dit c'était dans le mois de non, août et j'ai fait août de 2023. J'ai fait un bilan et j'ai dit: «Non, non, 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 soit il faut que ça passe, soit il faut que ça casse» et j'ai commencé à m'entraîner 2 fois plus. Je m'entraînais le matin avec l'équipe et le soir, je m'entraînais encore. Je venais très tôt le matin, je regardais les séances d'entraînement, je demandais des analyses au club. J'avais toute une équipe qui était là pour m'aider à passer ce cap. Et de août à décembre, c'était entraînement, vraiment intensif pour moi et quand je suis allé, au pays en décembre et là, je me suis entraîné là-bas aussi bien. J'avais des amis qui m'entraînaient, des coachs et quand je suis venu, je me suis dit, j'ai dit: «Eh, cette année 2024, c'est mon année». Et j'ai dit au docteur: «Je veux plus jamais porter les lunettes, je vais jouer sans lunettes». Le docteur il m'a dit: «Mais c'est à tes risques, hein, si tu joues sans lunettes, que quelque chose arrive à ton œil droit, c'est à tes risques parce que ton œil gauche, c'est mort». J'ai dit: «Oui, je vais prendre le risque, je vais aller» et c'est comme ça j'ai arrêté de jouer avec les lunettes et 2024, j'ai dit: «Moi, je vais signer avec l'équipe première. Moi, avec un œil, les gens ils vont parler de moi dans cette ligue» et personne ne me croyait. Les gens disaient: «Ouais, toi, tu» mais quand je suis arrivé sur le terrain, les gens, ils ont vu quelque chose de différent. J'étais différent. Parce que j'étais préparé, j'ai travaillé et je continuais de travailler. Et 2024, c'était le déclic. C'était les buts, les passes. Je suis arrivé à l'équipe première, j'ai tout cartonné et c'est comme ça que tout a basculé. Moi, aujourd'hui, j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais Mmh. actuellement, vu que tu vois d'un œil, c'est comment ta vision sur le terrain? Est-ce que c'est vraiment différent d'avant ou c'est comment? Si tu arrives à le raconter. Bah, je te dirais pas que, c'est pas différent vu que j'ai un œil, mais je te dirais maintenant, bah, je me suis adapté, tu vois? J'ai développé, un autre sens, tu vois? Aujourd'hui, je vois moi, quand je suis sur le terrain, je vois tout le terrain. Ça peut paraître bête, mais je vois tout le terrain. Avec un œil, je vois tout, je sais tout, parce que moi, je suis un dribbleur, tu vois? Je suis un ailier, je suis un dribbleur et pour dribbler, il faut connaître le positionnement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour être un bon dribbleur, tu vois? Et si tu vois pas là où l'adversaire il est, tous ces détails-là, tu pourras pas. Et tu sais, le football de haut niveau, c'est beaucoup de tactique, tu vois? Il faut savoir, comment positionner ton corps, il faut savoir comment placer. Si tu pas bon, le coach, il te fait pas jouer, tu vois? Donc pour dire quoi, si tu vois, j'arrive à jouer dans des grands matchs, dans des grands salles, c'est parce que le coach, il sait que vraiment je vois tout. Sur le terrain, je vois tout. Je te dis, j'ai une vision d'ensemble du terrain. Je vois tout. Mais c'est à force de travail et il y a des moments où je vais te dire quoi, je vois pas le terrain, il y a des moments, je vois pas l'adversaire venir, mais je le sens, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je sens qu'il est là. Je sens que le joueur, il est là. Je sens que en fait, je sens le match d'une autre manière, tu vois? Juste développer, quelque chose d'autre qui me permet de m'adapter dans le haut niveau, tu vois? Voilà et avec le positionnement de mon corps, j'ai appris comment positionner mon corps pour voir le terrain parce que là, c'est bouclé, je vois pas ici. Donc il faut que j'arrive à positionner mon corps bien pour voir le truc, tu vois? Comme tu as dit, 2024, c'était ton année, il y avait personne pour prendre ta place. Ouais. Ton premier contrat professionnel avec les Seattle. Comment tu pourrais nous expliquer ça? Parce que ça devait être incroyable, le parcours. Et les gens, et les médecins, ils ont dit, ouais, tu devais arrêter ta carrière. Et là, tu es une professionnelle dans un club de MLS. C'est une dinguerie. Et encore Ouais. félicitations parce que c'est incroyable. Bah, merci, hein, merci, c'était fou, c'était fou. Je me rappelle quand j'ai signé, quand tout le monde ils ont vu, ceux qui me disaient: «Bah, c'est mieux que tu arrêtes le football parce que là, c'est compliqué». Même les gars dans le club qui me disaient: «Ouais, c'est pas sûr que tu vas y arriver avec ton œil là, le club va jamais miser sur un joueur qui a un seul œil», tout et tout et tout, tout. Tous ceux qui me disaient tout ça, ils ont commencé à m'écrire.
Ils m'ont dit: «Ouais, on est fiers de toi», tout et tout, mais moi, je savais où au fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, tu vois? Quand tu grandis dans une famille religieuse, que ce soit chrétienne, musulmane, bah, tu as quelque chose en toi qui te pousse toujours à aller vers Dieu, tu vois? Et quand tu vas vers Dieu, il y a la force, que ce soit que tu récites le Coran, que ce soit la Bible, il y a la force de la parole qui te donne la force de toujours continuer de croire quelque chose va y arriver, tu vois? Que Dieu peut faire quelque chose, tu vois? Et moi, je suis beaucoup chrétien. Donc, il y avait cet effet de jamais abandonner, que Dieu va faire quelque chose, tu vois? Et c'est ça, moi, qui était dans ma tête. Et quand j'ai signé là, les gens, ils étaient surpris, ils étaient choqués. Et quand ils ont vu mes premiers matchs en premier match avec l'équipe première, j'ai joué 7 minutes. En 7 minutes, toute la ville était sous le choc. En 7 minutes, j'ai dribblé, j'ai fait des choses extraordinaires. Après, ça s'est enchaîné très vite pour moi. Parce qu'en ce temps, l'équipe était dans une phase, c'était compliqué. C'était moi qui étais venu booster l'équipe. Et par la suite, j'ai poussé l'équipe, on a fait jusqu'à l'équipe était pratiquement 9e, 10e du championnat. On a terminé 4e. J'ai même joué la finale. J'ai commencé la finale des playoffs. C'est moi qui ai commencé tout le match. J'ai joué et j'ai fait un grand match. Je joue là contre l'équipe de Riqui Puig, celui qui joue au Barcelone. Et vraiment, tout le monde était vraiment choqué de la progression, de l'allure là où ça allait. Et vraiment, je suis fier de ce que j'ai pu réaliser, même de ce qu'encore en 2025, cette année, j'ai réalisé, jouer à la Coupe du monde des clubs, tout ça. C'est grand. Je m'imaginais même pas que j'allais, mais à force de croire et toutes ces choses-là, les rêves se réalisent. Du coup, Georgie, tu as quitté la Côte d'Ivoire à 19 ans. Voilà, tu as quitté, comme on a dit, voilà, tu as eu des problèmes, etc. Tu as signé ton premier contrat pro, mais tu as surtout joué une Coupe du monde des clubs. Face au Grand Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Face à Mhm. l'Atlético Madrid. Face au champion d'Amérique du Sud, Botafogo. Raconte-nous ce moment, ces moments dingues. Bah, cette année, quand l'année a commencé, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup, du genre, j'ai des objectifs. Voilà, de janvier à février, voici ce que je veux atteindre. Je suis beaucoup objectif, 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 tu vois. Donc, quand l'année a commencé, je savais qu'on avait la Coupe du monde des clubs. L'année passée, c'était une merveilleuse année pour moi. Bien vrai qu'on a perdu en finale des playoffs, bah, mais j'étais le meilleur de mon équipe, tout, tout. Et en janvier, quand je suis allé au pays, je me suis entraîné. Le temps de trêve que tout le monde, moi, je me suis entraîné, entraîné. Parce que je dois avoir de l'avance parce que les autres, ils ont 2 yeux. Moi, j'ai un seul œil. Donc, je dois avoir de l'avance sur les autres. Je dois beaucoup travailler plus que les autres. Donc, je travaillais. Et quand je suis venu, j'avais mon objectif. Je savais qu'il y allait avoir cette opportunité de jouer contre le PSG et l'Atlético. Et je savais, j'attendais ça. Et j'ai dit, bah, je vais me donner les moyens. Et quand la saison a commencé, bah, j'ai commencé à cartonner avec mon club. Je faisais des passes, des trucs. En tout cas, je suis parti à 100 allures. Et lorsqu'on est arrivé en juin dernier, la Coupe du monde des clubs, heu, j'attendais ce moment et vraiment c'était magnifique. Voilà, tu sais, c'est un rêve de jouer la Coupe du monde des clubs. Il y a beaucoup de joueurs, toutes les carrières n'ont jamais joué la Coupe du monde des clubs et moi, Dieu me fait la grâce et je suis arrivé jouer contre l'Atlético. Le coach me fait rentrer, 10 minutes, 15 minutes vers la fin et je rentre directement, première touche de balle, but. Après, il y avait hors-jeu et je jouais contre le latéral. Ah, c'était magnifique, c'était magnifique. Vous me voir en train de dribbler des joueurs de grande classe mondiale. Tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et bah, j'ai aimé ce moment, même si on a perdu encore contre le PSG. Voilà, je rêvais de ce moment jouer contre Nuno Mendes parce que c'était lui actuellement, c'est lui le meilleur latéral gauche ouais, si on peut dire du monde actuellement, hein. C'est lui, il est très fort défensivement. Je me disais: «Ouais, si je me frotte un peu à lui pour voir vraiment de quoi je suis capable, tout, ça va faire quelque chose» et j'étais prêt à ça. J'étais préparé, bah, ça s'est bien passé et tout et tout et tout et tout et tout et vraiment c'est des moments mémorables, voilà. J'ai encore le maillot de Dembélé que j'ai eu parce que Dembélé, ça a toujours été mon idole. Voilà, j'ai toujours 2 idoles qui m'ont toujours poussé dans le football, Neymar et Dembélé et voir Dembélé, c'était grave. Et lorsque j'ai pris le maillot de Dembélé, tous mes frères, ils m'appelaient: «Ah Georgie, quand tu parlais de Dembélé depuis petit, ouais, voilà Dembélé, voilà Dembélé». J'ai dit: «Ouais, ouais, ouais, c'est vrai». Les gens, ils vont voir ça en fou, mais Dembélé, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que lui, c'est un bosseur.
il a traversé beaucoup de choses dans sa vie pour arriver là où il est et vraiment ça me fait plaisir d'avoir pu échanger avec lui et vraiment d'avoir eu son maillot, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est mémorable ce que j'ai vécu, il y a quelques mois. Donc vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais tu alterné entre Tacoma Defiance, qui est l'équipe réserve de Seattle, et Seattle, l'équipe A d'MLS. Et on peut le dire, tu as taffé Nuno Mendes à un moment. C'est vrai que tu l'as fait des petits dribbles comme ça. Vas-y, quand même, c'est un truc de ouf. Ouais, 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 T'imaginer comme ça, là, faire tout ça. c'est grave, hein, c'est grave. Il y a quelques années, j'étais à Abidjan, j'étais même avec l'équipe réserve et en seulement même pas un an, ça faisait même pas un parce que j'ai signé avec l'équipe première, c'était en août passé. Tu vois, c'est maintenant, ça fait août, donc ça fait maintenant un an que je suis avec l'équipe première, tu vois. Donc, en moins d'un an, tu te retrouves à jouer contre Nuno Mendes. Voilà, et puis tu arrives à le titiller un peu au niveau vitesse, au niveau un peu dribble, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je regardais les matchs de Champions League, il y avait personne qui pouvait même essayer quelque chose contre lui, tu vois? Il est dur et moi j'arrive un peu à faire des trucs et vraiment je vais pas dire c'est déjà tout accompli, mais c'est déjà beaucoup, tu vois? C'est déjà beaucoup, beaucoup et lorsque je me dis: «Voilà, Georgie, tu as pu faire ça», c'est que tu peux faire encore plus grand, tu peux faire encore plus grand. Pourquoi pas un jour, arriver dans ces grandes équipes aussi, toi aussi, tu vois? Et le rêve continue d'avancer, je continue de nourrir mes rêves et vraiment c'est grand, c'est grand. Oui, on sait que maintenant que tu es en MLS, depuis maintenant peut-être 3 ans, 3 saisons, est-ce que toi, tu rêves d'aller en Europe ou tu aimerais continuer ta carrière entre guillemets un peu exotique? Bah, ça a toujours été mon rêve, ouais, faut pas te mentir. Moi, ma carrière, je devais pas venir aux États-Unis au début de base. Je devais pas venir aux États-Unis parce que quand j'avais, 17-18 ans, parce que c'est à 18 ans que j'ai signé mon premier contrat en République tchèque. Quand j'avais 17-18 ans, il y avait déjà, Lille qui était déjà sur moi. Je devais signer à Lille et bah, ça s'est pas bien passé avec mes agents, je sais pas et il y a eu le club de République tchèque qui s'est avancé sur le dossier et eux, ils m'ont directement proposé le contrat. Tu vois? Ils m'ont directement proposé le contrat et c'est ça qui a fait que je suis pas allé, heu à Lille et en République tchèque, lorsque je suis allé et après ils m'ont prêté ici. Donc ça fait que j'ai pas eu vraiment d'expérience en Europe, mais tous mes amis sont en Europe, tous mes amis, tout ce que je connais sont en Europe et j'aimerais vraiment, jouer en Europe, jouer dans des grands clubs là-bas. Ça a toujours été mon rêve. Mais aujourd'hui, je suis à Seattle et c'est pas par défaut aussi, c'est quelque chose de bien. J'ai pu réaliser déjà un grand palier de ma vie, tu vois? Et voilà, c'est mon rêve aussi. Je vais continuer à travailler, faire des bons stats, faire des bons trucs et pourquoi pas demain, s'il y a des offres, s'il y a des options d'aller en Europe, je serai très content. Voilà, c'est ma carrière, ça s'arrête pas à jouer aux États-Unis, non. Je suis encore un très jeune joueur. Et je sais que je peux apporter beaucoup de choses là-bas. Donc je vise très haut. 3-4 jours de cela, alors on part, tu as marqué un très très beau but. Leyva. Menungu, numbers for Seattle, looking to put this one to bed. Menungu! Fluffing the pillow! Donc on voit que tu montes en puissance, on est content pour toi. Mais il y a une question que je suis obligé de te poser, Georgie. On sait que tu es d'origine ivoirienne, tu es né là-bas, en Côte d'Ivoire, mais tu es aussi burkinabé. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, comment ça se passe? Bah, d'abord venu pour le but, d'abord, ouais, c'était un beau but, hein, c'était un beau but, mais malheureusement, j'ai eu un carton rouge. À la fin, après, j'ai eu un carton rouge, mais bon, on va laisser pour le carton rouge là. Le but, c'était magnifique. C'est des trucs, j'ai travaillé beaucoup et le coach m'a donné ma chance. Déjà, ça fait un bon moment que j'ai pas beaucoup de temps de jeu, tu vois. Il y a beaucoup de concurrence et le coach aussi, il a déjà ses choix, tu vois. Mais moi, à chaque fois que je rentre, j'essaie de faire la différence. Et bah, je suis rentré, j'ai fait la différence et c'était un beau but. Voilà. Et par rapport à l'équipe nationale, comme je t'ai dit, je suis ivoiro-burkinabé. Voilà, mon père, il est burkinabé. Ma mère, elle est ivoirienne, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Et bah, aujourd'hui, bah, comme tu as dit, j'ai le choix de jouer, au Burkina, j'ai le choix de jouer en Côte d'Ivoire, j'ai la double nationalité et bah, actuellement, je parle avec ma famille, on réfléchit, on va prendre la meilleure décision pour ma carrière et
bah, aussi ma famille parce que tout ça, ça influence aussi, tu vois? Mais pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire, mais je sais que, en septembre, on verra là où Dieu nous enverra, tu vois? Mais pour le moment, ce que je peux confirmer, c'est que vraiment les 2 pays sont vraiment actifs et on verra ce qui va se passer. Comme tu l'as dit, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu as plus la culture ivoirienne dans le sang. Ouais, j'ai plus la culture ivoirienne puisque j'ai juste grandi en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, ma famille est en Côte d'Ivoire, mais aussi, il y a ce qu'on appelle les origines, tu vois? Et les origines, ça se perd pas, c'est le sang, tu vois? Et c'est pas parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire que je néglige totalement le Burkina, tu vois? Aujourd'hui, si le Burkina me propose quelque chose et que vraiment ma famille adhère et je pense que c'est bon pour moi, bah, je vais partir, tu vois? Je vais partir et parce que c'est aussi mon pays, tu vois? Donc je vais pas regarder plus dire non parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc seulement ivoirien, non. Non, 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 non. Donc pour le moment, c'est pas fermé et je suis bien ouvert. Georges Minungu à la CAN 2025 au Maroc. On y va? Ouais, on y croit et je sais que ça va se passer. Ça arrive, 2000 CAN. Ouais, ouais, bah, bien sûr. Bien sûr, c'est le rêve de tout Africain, jouer la Coupe d'Afrique des Nations, tout et tout et tout et tout. Et voilà, on verra comment ça va se passer. Dans un article, j'ai lu que tu étais international U20 en Côte d'Ivoire. Ouais, 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 ouais. C'est un record quelle année? J'ai joué avec les U20. En ce temps, j'avais 18 ans. C'était juste un stage. C'était pas grand chose. C'était juste un stage à Abidjan, tout et tout et tout. Il y avait des C'est matchs avec les, c'est que les locaux? ouais, des locaux, ouais, des locaux. Il y avait des matchs amicaux et c'était tout, mais j'avais pas joué vraiment, genre comme on part dans un autre pays, non, c'était juste un stage, c'est tout. Il y avait des joueurs qu'on connaît maintenant ou? Il y avait pas. La plupart, c'était des joueurs locaux. Ils ont pris des joueurs de centre de formation, des quelques joueurs pour juste un stage, tout et tout et tout et tout, c'est tout. Ok, C'était pas. Et, merci. mais quand même, il y a des joueurs qui sont maintenant dans des grands clubs qu'on a joué un peu ensemble. Par exemple, je prends le cas Amad Diallo. Quand on était petit, on a joué, et moi, mon académie, il était dans une autre académie. On avait joué beaucoup, beaucoup des matchs ensemble, tout et tout et tout. Je le connais très bien. Et bah, il y a d'autres aussi qui sont en France, mais qui jouent pas dans des grands clubs, qui jouent dans des troisième division, deuxième. Bah, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Georgie, pour toi, c'est qui le meilleur joueur africain all time? All time, le meilleur. On sait, tu vois, tout le monde parle de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Sadio Mané, et j'en passe. All time. Il y a des joueurs aussi. Le truc, c'est quoi? C'est que nous, les jeunes, on peut donner notre avis en fonction de la nouvelle génération et en fonction de ce qu'on connaît, tu vois. C'est ça le problème aussi. Parce que autant, nous, on n'a pas vu les Ben Badi, on n'a pas vu les Roger Mila, on n'a pas vu toutes ces grandes légendes-là. Nous, on ne connaît pas tous, on n'a pas vu, on regarde juste les highlights. Mais ceux qui étaient là, ils te diront que vraiment, c'est eux qui sont les plus forts, tu vois. Mais nous, sur ce que moi, je connais, sur ce que moi, je peux me baser, aujourd'hui, je dirais que si je dois faire un top 2 ou un top 1, moi je dirais Samuel Eto'o, c'est le meilleur. Pour moi, je dirais c'est le meilleur. Après lui, je mettrais Didier Drogba. Je dirais c'est les 2, tu vois? Moi, je dirais c'est les 2. Samuel Eto'o, il a marqué non seulement l'histoire du Cameroun, non seulement l'histoire de l'Afrique, mais je dirais même du monde parce que aujourd'hui, quand tu parles des meilleurs attaquants au monde, bah, tu es obligé de mettre Samuel Eto'o. Il est quelque chose, tu vois? Et Didier Drogba aussi, c'est une légende, tu vois? Mais après, il y a d'autres qui diront d'autres, mais pour moi, Samuel Eto'o, all time, pour moi, c'est le meilleur joueur africain. Aujourd'hui, il y a un débat qui fait vraiment beaucoup de bruit en ce moment. C'est concernant le Ballon d'Or. On sait que toi, t'es un grand fan de Ousmane Dembélé, on le Oui. sait. Mais en Afrique, et précisément au Maroc, ça pousse pour un joueur. Ça pousse pour Achraf Hakimi. On rappelle que Achraf Hakimi, c'est un latéral droit qui a fait 31 GA cette saison. Enfin, c'est un truc de malade, un latéral droit qui fait autant Voilà. de stats C'est offensifs. c'est fou, c'est Et fou. tout le monde dit il peut gagner le Ballon d'Or. Est-ce que toi, pour toi, malgré que tu es fan de Dembélé, est-ce que pour toi, il peut gagner le Ballon d'Or Achraf Hakimi cette année? Pour être honnête, je dirais Achraf Hakimi, il a fait une très
Et grosse. Pour un latéral droit, c'est incroyable, en fait, c'est incroyable. Les latéraux droits, la plupart, s'ils ont trop fait les latéraux, s'ils ont trop fait, c'est maximum 10 buts, 8 buts, bah, c'est tout. Mais lui, il a cartonné, chapeau à lui. Mais de là à dire qu'il sera ballon d'or, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je dirais si peut-être il avait le même nombre de goal contribution, de buts et passes décisives avec les Dembélé, les autres, les Rafinha, si c'était pareil, je dirais qu'on lui donne parce que pour un latéral droit, c'est déjà énorme, tu vois? Mais de là à dire qu'il sera ballon d'or, c'est trop. Tout en sachant que les autres, ils ont fait vraiment des choses extraordinaires, ça sera trop chaud. Ce sera trop chaud. Franchement, quand tu prends par exemple un Rafinha qui a 68 ou 63 goal contribution, but plus, passes décisives et tu as un Dembélé qui est devant là-bas aussi, ça sera dur. Ce sera dur de laisser tout ça et de donner à Achraf Hakimi, même s'il démérite pas, il a fait une grosse saison. Mais il y a d'autres qui en ont aussi fait, de plus grosses que lui, hein. En plus, t'as choisi son maillot avec toi. Ouais, 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 ouais. Là, après, pour répondre au débat, tu dis qu'il n'a pas fait comme eux. Après, Hakimi, c'est un latéral droit. Ouais, c'est ça que j'ai Ah, dit, non, c'est ça d'accord. que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit: «C'est un latéral droit», tu vois? Il a fait une grosse saison. Mais le problème, c'est que les autres aussi, ce sont des attaquants, ils ont fait des très grosses saisons. Donc le choix, c'est quoi? On laisse les attaquants qui ont fait une très, très, très grosse saison et on prend le latéral droit qui a fait sa meilleure saison. C'est quoi le Bah, truc? après, la saison d'Hakimi, c'est une saison all-time pour un latéral. Bien sûr. 31 GA, buteur en quart, en demi, en finale de LDC. C'est quand même un truc, ça arrive pas tout le temps, un latéral qui fait Ouais. autant de GA, tu vois. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est ça que j'ai dit, le problème, c'est que il y a aussi d'autres qui ont fait une saison de fou malade. Tu vois? C'est vrai, lui, c'est un latéral, il a fait une meilleure saison. Mais oublie pas aussi qu'il y a des autres aussi qui ont fait une saison de fou malade, tu vois? Donc lui, on le juge sur sa meilleure saison ou les autres, on les juge aussi sur les parce que le ballon d'or, c'est la meilleure saison individuelle et collective de chacun. Que tu sois latéral, que tu sois quoi, la meilleure saison. Et s'il y a d'autres qu'on pense aussi qu'ils ont fait plus que lui, ça sera difficile. Ça sera difficile. Est-ce que le parcours du Maroc en 2022 t'a fait rêver ou tu te dis, Ouais, j'ai envie de faire ça avec mon pays? ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Arrivé un moment, tout le monde supportait le Maroc, même moi, j'étais marocain. Chacun avait son maillot de Maroc, c'était ouf parce qu'ils avaient l'Afrique dans le dos et ils ont fait un parcours exceptionnel. Exceptionnel, il y a rien à dire. Actuellement dans le football. Mais si tu en devais dire un seul rêve, c'est celui-là que tu as envie de. Ça sera lequel? Un seul rêve, bah, je dirais mon rêve ultime, ça serait, remporter le Ballon d'or africain. Ça, c'est mon rêve ultime, ça. De toute façon, on le sait, c'est possible. C'est Mmh. possible en tout cas. En tout cas, Georgie, le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs? Est-ce que tu auras un mot de la fin pour les personnes qui t'écoutent, les Africains, les Ivoiriens, les Burkinabés? Bah, mon mot de la fin, c'est, bah, si vous avez les rêves, n'abandonnez pas. Voilà, n'abandonnez pas et continuez de croire en vos rêves. Parce qu'il faudrait pas que demain tu sois là et tu dises: «Oui, pourquoi ci, pourquoi ça, peut-être, peut-être». Bah, moi, je dis toujours dans ma tête, il y a pas de peut-être. C'est soit je fais ou soit je crée un moyen de le faire et ça a toujours été mon mindset. Donc force à tous et que Dieu nous donne la force d'avancer. Merci, Georgie.